Qu'est-ce que les Chinois ont fait? Les Chinois produisent ce qu'on appelle les terres rares. Ils maîtrisent les 95% des terres rares. Qui est d'ailleurs situé dans leur... Il faut que les téléspectateurs comprennent les terres rares, c'est quoi? C'est un ensemble de 17 minéraux qui entrent dans la fabrication de tout ce qui est de haute technologie. Du téléphone portable au satellite, en passant par les batteries des voitures, les mammites catalytiques des voitures, en passant par les fusées. Et c'est les Chinois qui contrôlent les 95% du marché. Et tout ce qui regarde les missiles, dont les Américains aujourd'hui, pour tous leurs programmes d'armement, sont obligés de s'approvisionner des Chinois. Parce que c'est les Chinois qui maîtrisent pour transformer ces minéraux. Et qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils ont décidé, unanimement, de réduire chaque année leur exportation. Avant, c'était 5%. Après, ils sont passés à 10%. Aujourd'hui, ils sont passés à 15%. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que dans 5 ans, 10 ans, il n'y aura plus d'usines de production d'articles de haute technologie en Occident. C'est une guerre que la Chine a déjà déclarée. Et au lieu qu'ils viennent s'occuper de nous en Afrique, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont perdu. Parce que le vrai enjeu n'était pas ici. Ça, c'est un point. Un autre point qui vient dans mon prochain article, c'est qu'au moment où ils se focalisaient sur la Libye parce qu'on avait vu 2 gouttes de pétrole, la Chine et la Russie ont formé le nouveau G2. Parce que lorsque M. Obama a proposé à la Chine, lors de son premier voyage en Chine, la Chine a dit non. Parce que nous n'avons pas la même vision du monde. Et là, le 16 juin, lors de 10 ans de la coopération sino-russe, ils ont fait des accords, ils ont décidé que pour tous les sujets de politique internationale, ils vont se mettre d'accord. Ce que les Occidentaux n'ont pas toujours, comme les Européens à ce point, ils n'ont pas compris, c'est que la guerre en Libye a fait que, en rapprochant les deux, ils ont fait un accord que désormais, ce n'est plus l'Union européenne qui est le premier client de la Russie, c'est la Chine. Comme la Chine devient le premier client de la Russie peut tranquillement fermer le robinet de son gaz vers l'Europe, parce que la Russie a pris le temps de s'arranger avec l'Algérie, et les deux pays contrôlent les 70% du gaz qui va en Europe, notamment des pays comme l'Italie. Donc, si la Russie veut faire chanter l'Europe, elle est capable. Hier, elle n'était pas capable parce qu'elle avait besoin de l'argent. Or, aujourd'hui, la Chine est capable de lui apporter cet argent parce que la Chine devient son premier client. Donc, pendant qu'ils perdaient le temps en Libye, il y a des choses qui sont passées sous le nez, ils ne se sont même pas rendus compte. C'est pour ça que je parle de la perte de l'Occident. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passaient. Voilà. Donc, pour vous, les véritables raisons pour lesquelles on attaque la Libye sont lesquelles? La vraie raison, c'est la Fédération africaine. C'est la Fédération africaine. Parce que, si vous lisez le livre de Kwame Nkrumah, il a écrit le livre en 1961, Africa Must Unite. L'Afrique doit s'unir. Dans ce livre, il explique que, si vous vous rappelez, si on retourne en arrière, en 1957, lorsque le Ghana prend l'indépendance, Kwame Nkrumah dit, le Ghana n'a aucune raison de fêter son indépendance. Parce que tous les autres pays africains sont sous domination. Il dit, nous attendrons le jour où tous les pays africains seront indépendants avant de fêter la nôtre. Et lorsque les pays sont indépendants en 60, les pays sont liés en 60, on doit s'unir. Et pourquoi on doit s'unir? Parce que les raisons qui ont porté à faire des petits pays, Cameroun, Ghana, tout ce que vous voulez, c'est les raisons de l'affaiblissement du continent. Celui qui nous a divisés l'a fait pour son intérêt personnel. C'est à nous de refuser cette partition de l'Afrique. Et pour qu'on puisse en sortir, le développement de l'Afrique viendra le jour où on sera capable de s'unir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on vient dire élection, on va élire. Moi, je suis pour qu'il y ait des partis africains. Tout à l'heure, quand il y a un téléspectateur qui a dit, est-ce que vous pouvez être ministre? Je suis dans une autre vision de l'Afrique. Pour qu'il y ait des syndicats africains. Pour qu'il y ait tout conçu au niveau panafricain. Parce que lorsque nous acceptons la partition de l'Afrique telle que les colons l'avaient fait, c'est une défaite d'avance. Et heureusement, quelqu'un comme, lorsqu'on parlait des États-Unis d'Afrique en 1990, nos amis européens, nos amis fédéralistes nous soutenaient. Mais les Européens qui étaient au courant se moquaient de nous en disant, où vous allez prendre de l'argent? Parce que le vrai problème,
d'une fédération, c'est comment on organise la gouvernance, comment on finance la bureaucratie. Et lorsqu'il y a quelqu'un comme Kadhafi qui arrive, il dit « je paye ». Ça veut dire, ceux qui pouvaient se contenter disent que les États-Unis d'Afrique ne vont jamais se passer. Et regardez bien, dans ce débat, j'ai discuté avec des officiels libyens à Genève. Parce que M. Kadhafi a beaucoup soutenu que le Cameroun soit très important dans ces États-Unis d'Afrique. Le siège du FMA est à Yaoundé. Le siège opérationnel de la RASCOM est à Bepanda, à Douala. Le centre opérationnel de l'armée fédérale africaine est à Douala. Donc, je posais la question à un dirigeant libyen à Genève, j'ai dit, pourquoi le Cameroun? Il m'explique parce que vous avez fait une guerre de l'indépendance. Parce que les Camerounais ont fait une guerre de l'indépendance, ils sont conscients. Et même si nous l'avons perdu la guerre, mais il y a un acquis. Il y a un acquis que l'indépendance n'est pas quelque chose qu'on vous donne. Or, les Ivoiriens, on leur a donné l'indépendance. Les Maliens ont eu l'indépendance. On leur a donné. Le peuple camerounais ou algérien ou balgache, ça c'est les trois peuples qui ont combattu pour avoir l'indépendance. Et ça c'est très important. Donc, les trois projets phares, par exemple, le Fonds monétaire africain, qui a 42 milliards de dollars. Mais c'était un pied de nez aux Occidentaux. Pourquoi un pied de nez? Parce que le FMI avait 25 milliards, a mis à genoux tout un continent. Si l'Afrique est capable de mobiliser 42, elle devient indépendante, elle sort de Bretton Woods. Elle n'a pas fait 25, elle a fait 42. Donc elle n'a même plus que le capital du FMI qui est venu nous mettre à genoux. Donc elle sort de tout ça. Donc le Kadhafi est devenu l'homme à abattre. Oui, donc lorsqu'on fait ça, on a le FMA, on a le Fonds africain d'investissement, avec le siège à Sirte. Rappelez-vous que Sirte est une des villes qu'on a le plus grand. Il y a déjà l'immeuble du Fonds monétaire, du Fonds d'investissement africain à Sirte. Puis ces activités commençaient en 2011. Donc à quoi servait le Fonds africain d'investissement? À faire des gros projets en Afrique. Parce que l'Afrique a l'argent. L'Afrique a l'argent. C'est ce que Kadhafi a toujours dit. Nous avons l'argent. Quand vous enseignez, est-ce que vous enseignez tout ce que vous dites là à vos étudiants? À nos étudiants, il y a quelque chose que je dis toujours. Emmanuel Kant disait le rôle du professeur universitaire, ce n'est pas d'enseigner les vérités, c'est d'amener l'étudiant à douter. Il faut que l'étudiant soit capable de douter de ce qu'il écoute à la télévision, qu'il doute de ce qu'il entend. Et j'enseigne aux étudiants les techniques de manipulation. Parce que dans le monde, on est manipulé. Comment on fait pour être manipulé? Donc on étudie, parce qu'il faut les réveiller justement. C'est pour ça qu'on les envoie. Est-ce que vos écrits n'ont pas un impact sur votre carrière d'enseignant? Est-ce que les dirigeants de votre institution ne sont pas actuellement un peu... est-ce que vous ne subissez pas de menaces? Oui, non, absolument. Mon président de l'université m'a appelé pour me dire que je ne devais pas écrire comme ça. Nous, on a le droit de réserve. Moi, je lui ai dit, je mets mon poste dans la balance. Le fait, c'est quoi? C'est que le problème des intellectuels africains, c'est qu'après, chacun se contente de son petit intérêt. Et les Occidentaux le savent. Donc, lorsque vous bougez un peu, on vous dit, écoutez, si vous faites ça, vous allez perdre. Sauf que dans ce cas, où on joue au mouton mouillé pendant toute la vie et rien ne change, ou à un moment donné, parce que je voulais aussi donner une certaine leçon, même aux intellectuels africains. Parce qu'il y a des Africains qui ne parlent pas, qui pourraient bien donner un coup de main à l'Afrique pour que l'Afrique se lève, mais chacun reste dans son précaré. Chacun se dit, j'ai déjà ce qui me sert, je n'ai pas besoin de risquer quoi que ce soit, je reste tranquille. Comme dans le cas de la Libye. Si vous voyez, j'ai milité depuis 1986 dans le mouvement fédéraliste africain parce que je voulais étudier la fédération européenne afin de construire la fédération africaine. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que j'ai rencontré des gens comme les Nyerere. Nyerere était vraiment un fervent panafricaniste. Quand vous avez rencontré ces grands hommes, à la fin, il n'y a plus rien qui compte. Parce que où vous restez dans la logique qu'on vous a divisé, on vous occupe tous les jours en disant Elekam, avec tout le respect que j'ai pour Elekam,
Mais depuis que je suis au Cameroun, quand je tourne la télévision, on ne parle que des élections. Des élections qui peut-être auront lieu, peut-être n'auront pas lieu. Moi, je trouve que vraiment, c'est un luxe de perdre de temps comme ça. On devait être en train de parler, de dire, il y a par exemple le train qui va partir de Douala pour Niala, au Soudan. C'est un projet panafricaniste. Ça, c'est un TGV qui va partir, qui va relier en quelques heures plusieurs pays africains, qui est financé 2,5 milliards de dollars, financé entièrement par la Chine. C'est un projet panafricain. Est-ce que, donc à terme, on va se retrouver, on a beau combattre M. Kadhafi et autres, à terme, les vrais ennemis de l'Occident, ça va être les nouveaux pays émergents, notamment la Chine sur l'Afrique. Absolument. Or, l'Afrique, la Chine et la Russie, ce n'est pas la Libye, en termes de puissance. Non. Il y aura vraiment... Et là où je parle de la défaite de l'Occident, c'est la défaite, j'ai dit, aussi déclin idéologique. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en mesure de comprendre que même sans Kadhafi, le processus d'intégration africaine est inarrestable. Je veux dire, les 2,5 milliards ont été signés au moment où ils bombardaient la Libye. Donc pendant la guerre en Libye, on l'a signé. Et je donne juste un élément pour que les téléspectateurs comprennent. Un pays comme le Cameroun, le Gabon, le Congo, c'est 3 pays voisins, mais ils ont 3 écartements de rails différents, colonisés par le même pays. Parce qu'il fallait empêcher les Africains de voyager. Il est plus facile pour un Africain de quitter Douala pour Paris que Douala pour Lusaka. C'était bien étudié. Parce qu'à partir du moment où on va à Paris, on va pour remercier le maître. On va pour faire allégeance. Mais si vous quittez pour Lusaka, vous allez rencontrer d'autres Africains qui auront les mêmes idées que vous. À force de rencontrer les Africains, vous allez finir par vous unir, alors qu'on a mis du temps à Berlin pour vous diviser. C'est pourquoi vous ne rentrez pas vivre en Afrique, au Cameroun? Je vous ai expliqué les conditions. Lorsque j'ai fini mes études, je suis rentré au Cameroun. Ma famille disait, mais pourquoi tu rentres, pourquoi machin? Je dis non. Je dis, moi, ma place est en Afrique. Vous avez été chassé plus ou moins par rapport à... Non, je vous ai expliqué dans quelles conditions je suis parti. Vous comptez revenir? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Ben, pendant que je suis là, je suis un agriculteur parce que j'ai toujours ma revanche. Ce matin, j'étais à Boya, j'étais à l'université de Boya, mais en attendant, j'étais à Mounieke pour voir des champs, ça m'intéresse. En fait, vous voulez investir au Cameroun? Mais bien sûr, bien sûr. Il y a une présidentielle où vous dites la présidentielle qui est en train de se préparer au Cameroun, pour vous, c'est une perte de temps. Je dis, à mon avis, on aurait dû repousser cette présidentielle pendant 3 ans qui viennent. Comme minimum. Laisser décanter la situation. Parce que, comme je vous ai dit, vous savez, l'Empire romain a mis plus de 100 ans pour finir. Et qu'est-ce qu'on constate à la fin d'un empire? C'est un peu le chaos et le déclin de l'Occident en train de se traduire par l'idée que l'Occident cherche à s'accrocher. En s'accrochant, et croit qu'en déstabilisant l'Afrique, elle peut remonter la pente. C'est une peine perdue. Mais ça, elle n'est pas capable de le comprendre. Et il faut que les Africains soient suffisamment vigilants. Si vous avez remarqué, je parle beaucoup d'Afrique et non Cameroun. Mais comme vous revenez, parce que vous êtes quand même camerounais. Oui. Le président Biya dernièrement était en Chine. Oui. Il était en Chine au moment où les observateurs politiques estimaient que, en fait, les Occidentaux sont en train de vouloir le pousser à ne pas se représenter. Oui. Et il est allé en Chine. Pour vous, c'est un message. Pour vous, c'est là-bas l'avenir. Pour moi, message ou pas message, ce qui compte, c'est que les Camerounais comprennent que ce que j'ai dit dans la crise ivoirienne, aucune élection mérite que des hommes meurent. Ça dit que, je crois que nous, on a été trop martyrisés en Afrique. On ne peut pas laisser que c'est toujours nous qui mourons. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est ce que je soutiens. Pour une élection, en Côte d'Ivoire, vous savez combien de gens sont morts en Côte d'Ivoire pour une élection? Est-ce que l'alternance, c'est pas aussi important? L'alternance. J'ai dit que chaque peuple invente son modèle. Le problème, c'est qu'on a voulu importer le modèle français. On n'a pas voulu... Ce qu'on aurait dû faire à l'indépendance, c'était de se poser la question sur c'est quoi être indépendant. Est-ce que être indépendant, c'est ceci ou bien cela? À partir du moment où on répond à cette question, c'est quoi être indépendant? Ça veut dire fixer un cap. Quand on fixe un cap, c'est à ce moment qu'on redéfinit même le rôle des partis politiques. Or, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une continuation de la colonisation. On a organisé l'État
sur la base de ce que le colon voulait. Et on est dans cette mouvance-là. Donc on arrive aujourd'hui à dire, il faut, le président de la République va rester 7 ans, parce que le président français reste 7 ans, vous savez comment on a changé. Il faut ceci, parce qu'en France, est-ce que le système français nous va? Moi j'ai dit non, parce qu'en France, vous ne vous levez pas le matin pour faire la politique. Ils ont un système de caste, où on le fait de père en fils. Regardez la secrétaire du Parti Socialiste, Martine Aubry. Est-ce que vous voyez dans quelles conditions elle a été votée? On parle de bourrage des urnes. Regardez aussi le cas que j'ai donné tout à l'heure, M. Juppé. Madame Chirac, son élection a été annulée récemment parce qu'il y avait plus de votants que d'inscrits. Bourrage des urnes encore. Ça, c'est la France qui veut nous donner des leçons. Je dis non. Il vaut mieux que chaque pays. Et moi, comme je suis plus panafricaniste, j'attends plus que ce soit même au niveau de l'Union africaine qu'on redéfinisse la politique africaine, que même les partis, l'organisation des partis, qu'elles soient panafricanistes, pour éviter qu'on ait des ONG, qu'on monte ad hoc, qu'on envoie pour donner les droits de l'homme ici, pour donner des points, les bons élèves. Ça, c'est un système d'infantilisation que je dénonce. Monsieur Pougara, docteur, oui. Merci d'être venu ce soir sur la TV. Et bonne chance dans tous vos développements et bien sûr dans votre enseignement. L'émission est rediffusée dimanche à 18h. Rediffusion de l'émission Carte sur table de mardi dernier, dimanche à 12h. Entretien, celui de ce soir, dimanche à 18h. Bonsoir.